Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui sur scène, le mariage à la mode de William Hogarth, cette série de 6 estampes que vous voyez devant vous, est l'un des ensembles les plus remarquables de l'artiste anglais auquel le musée du Louvre consacre actuellement une importante rétrospective, la première organisée en France. Je vous invite également à aller voir le site consacré à William Hogarth, réalisé à l'occasion et auquel vous avez accès, vous pouvez consulter à partir de la page d'accueil du musée du Louvre. Cette série d'estampes a été gravée d'après les tableaux Les mariages à la mode, conservés à la National Gallery de Londres et qui sont présentés à l'exposition dans un accrochage qui permet la comparaison avec la série d'estampes. Les estampes présentées à l'exposition ont été prêtées par la Bibliothèque nationale de France. Les exemplaires que vous avez devant vous, d'une rare fraîcheur, dans un état de conservation, très bon état de conservation, appartiennent à la prestigieuse collection Edmond de Rothschild, léguée au musée du Louvre. Olivier Mellet, conservateur au département conservateur des peintures anglaises au musée du Louvre, que vous connaissez tous, et Frédéric Auger, professeur à l'UFR d'études anglophones de l'Université de Paris 7, vont vous en donner un commentaire fouillé et passionnant. Et c'est grâce également aux techniciens de l'auditorium de la régie, de l'auditorium du Louvre, que vous assisterez à une performance technique sophistiquée à l'aide de ces caméras que vous voyez, qui permettront de voir l'ensemble des estampes, chacune d'entre elles, jusqu'au plus petit détail. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je passe la parole au conférencier. Merci beaucoup, Monica. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'œuvre que nous allons avoir le plaisir de présenter devant vous est composée donc de 6 estampes qui, comme on vous l'a dit, proviennent du département des arts graphiques du musée du Louvre et en particulier de cette prestigieuse collection Edmond de Rothschild qui nous permet d'avoir ces images tout à fait remarquables. Il s'agit donc de la version gravée de la célèbre série de William Hogarth, Mariage à la mode. William Hogarth est non seulement le premier grand artiste anglais, c'est ce que l'exposition actuellement au Louvre essaye d'expliquer, c'est aussi un homme des Lumières qui s'est intéressé essentiellement à 2 choses. D'abord, quelle direction l'art anglais pourrait-il prendre pour se hisser au niveau des autres écoles européennes, dans un pays où il n'y avait pas encore d'école de peinture, sans pour autant perdre son originalité, son anglicité, et surtout sa liberté, auquel les Anglais tenaient beaucoup. L'autre chose à laquelle Hogarth s'est intéressé, plus généralement, c'est de s'interroger sur la place que l'image pourrait prendre, le rôle que l'image pourrait jouer, non seulement dans les débats politiques et sociaux, mais aussi dans la vie quotidienne des gens. Mariage à la mode est une illustration remarquable de 2 des principes fondateurs de l'art de Hogarth, avec lesquels, ces principes fondateurs, il a essayé de répondre à cette double question. D'abord, Mariage à la mode se présente comme une peinture, une œuvre d'histoire moderne et anglaise, l'expression est de Hogarth lui-même, proposant un regard direct, net, scientifique, entomologique presque, sur la nature, en particulier la nature humaine, par opposition à la peinture d'histoire allégorique ou mythologique, telle qu'elle était pratiquée sur le continent et qui représentait la nature non pas comme elle est, mais comme elle devrait être. Et puis Mariage à la mode nous propose, on le voit tout de suite, avant même d'entrer dans le détail, un véritable parcours visuel. Il faut savoir que le socle intellectuel de l'entreprise artistique de Hogarth est d'une part la philosophie empiriste, pour qui la connaissance est l'aboutissement d'un parcours expérimental. C'est d'ailleurs ce même principe qui guide les créateurs du jardin paysager anglais qui apparaît dans les mêmes années. Et c'est ce que résume, sur l'autoportrait, la ligne serpentine
anti-ligne droite, emblème du mouvement, de la vie et justement du parcours. L'autre partie du socle intellectuel dont je parlais, c'est la littérature. On remarque que le portrait en ovale de Hogarth repose sur 3 ouvrages, Shakespeare, Milton et Swift, et comme on va le voir, Mariage à la mode se présente effectivement comme une sorte de transposition visuelle d'une pièce dramatique en 6 scènes. On verra d'ailleurs dans un instant que c'est également en 3 actes, mais aussi les deux se côtoient de façon hybride et intéressante, comme une sorte de roman sans parole, avec ses chapitres et ses ellipses. De façon tout à fait frappante, le travail de Hogarth, je l'ai dit, est exactement contemporain, non seulement de l'apparition des grands jardins paysagers anglais, mais aussi de la naissance du roman moderne, celui de Defoe, de Richardson et de Fielding. Avant de produire la série du mariage à la mode, Hogarth s'était déjà essayé à des histoires sans parole. La première d'entre elles, La carrière d'une prostituée, A Harlot's Progress, raconte en 6 images tragiquement laconiques la déchéance très rapide, fulgurante, d'une jeune campagnarde débarquée à Londres, recrutée par une mère maquerelle, devenue prostituée, et puis sa lente déchéance jusqu'à sa mort, tout à fait sordide. Roman d'histoire moderne, de scènes urbaines tout à fait contemporaines et tout à fait dramatiques. Comme une sorte de pendant à cette histoire qui eut un succès considérable, Hogarth a ensuite réalisé cette autre série très connue, le Rake's Progress, La carrière d'un roué, qui raconte en miroir en quelque sorte, mais cette fois-ci en 8 images, encore plus déployées, la carrière cette fois-ci d'un jeune homme qui hérite brutalement, de façon inattendue, à la première image, d'une somme considérable que son père avait en quelque sorte cachée puisque c'était un avare et qui ensuite dépense cet argent d'une façon tout à fait irraisonnée et termine à l'asile de fous. Ces 2 séries qui sont également présentes dans l'exposition. Mariage à la mode est donc une sorte de synthèse en quelque sorte de ces 2 premières histoires puisque cette fois-ci Hogarth nous raconte l'histoire d'un couple. Les peintures de Mariage à la mode que vous avez ici ont été réalisées en 1742-43 dans les mêmes années où paraissent ces 2 grands romans anglais que sont Pamela de Richardson, qui a connu un succès européen considérable, et Joseph Andrews de Fielding, donc les premiers grands romans anglais. C'est l'histoire d'un mariage d'intérêt en 6 chapitres que nous allons vous détailler, inspiré lointainement d'ailleurs d'une pièce de Dryden, dramaturge du siècle précédent, pièce de 1663. L'histoire, on le verra, présente une vision tragique du couple. Hogarth essaiera, par réaction en quelque sorte, de produire aussi une série alternative présentant une vision heureuse du mariage sous le titre de The Happy Marriage, le mariage heureux. Mais ce projet, dont on ne connaît d'ailleurs qu'une esquisse de la première image, ne vit jamais le jour. On peut se demander pourquoi. Rapidement, après avoir produit les peintures, Hogarth lança par la presse une souscription pour la vente de la version gravée de cette série que nous allons vous présenter aujourd'hui. Cette souscription connut un succès absolument considérable. Elle fut close dès 1744, avant même la réalisation des gravures. Et les souscripteurs recevaient en reçu de leur souscription cette petite gravure qui s'appelle « Caractères et caricatures », qui est une sorte d'explication de la part de Hogarth de son intérêt pour la variété des individualités humaines et surtout pour le foisonnement de cette variété. Incidemment, on remarque au milieu, peut-être vous le voyez, les 2 petits autoportraits de Hogarth et du romancier Fielding dans cette image ici, au milieu de cette variété. Dans la notice publicitaire qui annonçait la souscription, Hogarth indiquait que chacune des images que vous voyez ici offrait un sujet à part entière, qu'en fait on pouvait acheter ça séparément et que chacune des images pourrait s'appeler « Mariage à la mode ». Mais c'est bien la série complète qu'il offrait à la vente pour le prix assez élevé de 1 guinée. Et Hogarth, pour réaliser des gravures de haut niveau, fit appel, parce qu'il était conscient de ses propres limites en tant que graveur, il fit appel aux meilleurs graveurs de l'époque pour réaliser ça, des artistes français, qu'il vint d'ailleurs lui-même chercher à Paris en emportant sous le bras la première toile de l'histoire que nous avons vue tout à l'heure. Hogarth souhaitait au départ confier chaque image à un artiste différent, à un graveur différent, mais comme les 2 pays étaient en guerre,
Les graveurs français ne purent pas faire le voyage et Hogarth fut finalement contraint de n'employer que les graveurs français qui étaient déjà installés à Londres. Et donc il confia la première et la 6e image à Louis-Gérard Scottin le Jeune, la 2e et la 3e à Bernard Baron, et la 4e et la 5e à Simon-François Ravenet. Hogarth attachait la plus grande importance à la version gravée de son œuvre, d'abord parce qu'il savait que c'était le meilleur moyen de diffuser cette œuvre. Les tableaux sont uniques, mais les gravures sont multiples. Et parce que justement, comme je le disais en préambule, Hogarth était très conscient de l'importance de cette diffusion des images pour promouvoir une véritable culture visuelle dans un pays protestant où les images étaient rares. On constate cette priorité donnée à la gravure dans le fait qu'il a conçu chacune des images peintes à l'envers, afin que la gravure soit à l'endroit. En effet, vous savez, quand on grave un tableau, on grave ce que l'on voit sur la plaque de cuivre, et puis ensuite cette plaque est retournée, enduite d'encre, et produit des images qui donc nous offrent la version inversée de l'image originale. Sauf certains graveurs très subtils qui savaient graver à l'envers ce qu'ils voyaient pour que l'image gravée soit dans le même sens que la peinture. Mais là, il a demandé aux graveurs de graver ce qu'ils voyaient, et donc les images sont à l'envers, mais on constate un certain nombre de détails qui montrent qu'effectivement c'est la version gravée qui l'emporte. Par exemple, dans cette histoire de contrat de mariage tragique, de mariage à la mode, il est tout à fait approprié que ce soit le père de famille aristocratique qui ouvre cette histoire, comme vous allez le voir. Il est donc tout à fait logique qu'il se retrouve en tête de série et que son fils soit déjà de l'autre côté de l'image, vers l'image suivante, vers la suite tragique de cette histoire. On remarque également, dans la dernière image de la série, que Hogarth s'arrange pour que ce soit le père, l'autre père, le marchand, qui assure la clôture de l'histoire en récupérant la bague du mariage. On expliquera tout à l'heure pourquoi, mais donc on se rend compte que la série est en quelque sorte, la série gravée, est cadrée par les deux pères, les deux responsables de cette tragédie, le père aristocratique et le père marchand. Autre détail intéressant, on remarque que dans la version peinte, le comte qui est en train de s'effondrer après un duel à l'épée est blessé au côté droit, ce qui ne devrait a priori pas être suffisant pour entraîner son décès. Mais bien évidemment, dans la version gravée, cette blessure se retrouve sur le côté gauche, côté cœur, ce qui explique son décès tragique dans cette image. Et enfin, dernier détail un peu cocasse, dans la 4e image, on constate que Hogarth a représenté un flûtiste. Le flûtiste joue de la flûte du bon côté, c'est-à-dire côté droit, dans la version peinte, et donc se retrouve à jouer de la flûte côté gauche dans la version gravée, ce que tous les flûtistes, même les gauchers, vous diront, est une chose qui ne peut pas se faire, l'instrument n'étant pas conçu pour ça. Alors, s'agit-il d'une erreur d'inattention de la part de Hogarth? S'agit-il peut-être aussi de proposer une variation sur le thème de l'inversion? C'est ce que nous essaierons peut-être de vous suggérer tout à l'heure. Nous allons maintenant, avec Olivier, vous présenter la série tout entière, d'image en image, pour première lecture, tout simplement en raconter l'histoire. Cette série est remarquablement narrative, vous allez le voir. Et la présentation d'aujourd'hui est destinée à illustrer cette richesse narrative de l'œuvre, tant dans son déroulement narratif, dans le parcours que j'évoquais d'image en image, mais également à l'intérieur de chaque image. Nous avons avec cette œuvre une illustration parfaite des deux principes de composition chers à Hogarth, lui permettant de mettre en œuvre son credo artistique. Son credo, c'est que le beau vient du mouvement, vient du vivant. Et donc, comme vous le voyez, on a d'une part, à l'intérieur de chaque image, une véritable prolifération graphique. L'œil est amené à bouger dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qui se passe, avec de ce fait une signification à plusieurs niveaux, une sorte de feuilletage de sens. Et puis, bien évidemment, le parcours d'image en image qui nous propose un parcours serpentin. Vous vous souvenez de cette ligne serpentine dans l'autoportrait, qui, ce parcours, est également générateur de mouvement de l'œil du spectateur, mouvement aussi peut-être de son esprit, l'esprit du spectateur qui, empiriquement, accumule l'expérience visuelle pour aller jusqu'à la connaissance de la série.
Donc nous allons maintenant procéder, je dirais, à la première lecture, une lecture assez générale de chaque image, en commençant par la première. Comme on lit un livre, le premier chapitre, comme on regarde une pièce de théâtre, il s'agit ici de l'acte 1 et la scène 1, pour ainsi dire, tous les personnages qui vont être partie prenante de l'histoire, les plus récurrents en tout cas, sont présentés par Hogarth dans cette première image, avec, comme l'a dit Frédéric, à gauche, commençant l'histoire, commençant la série, le conte squander, ce qui veut dire en anglais gaspiller, vous allez voir que c'est tout à fait adapté, donc le conte squander qui se trouve de l'autre côté de la table, qui est face au marchand, qui est donc le père de la mariée que vous avez à l'arrière, donc le marchand qui va apporter lui la fortune, le comte apportant les titres et aussi les dettes, et enfin ici le fils du comte, qui va donc se marier avec la jeune fille du marchand. On comprend tout de suite que les choses ne se passent pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Le couple ne se regarde pas, lui est absorbé par sa propre image dans le miroir, tandis qu'elle est absorbée dans une sorte de rêverie triste, méditative, en train de regarder et de jouer avec son alliance autour de son mouchoir, pendant que un personnage que nous retrouverons tout à l'heure apparaît, Silvertongue, langue d'argent, qui est l'avoué, le jeune avoué du notaire, le jeune commis du notaire, qui est en train de susurrer probablement des mots doux à la jeune femme. Et on va voir que c'est à partir de ce moment-là que va se nouer cette histoire, qui est une histoire tragique, mais en même temps une histoire tout à fait burlesque par certains aspects, une histoire en tout cas à énorme rebondissement. On se tourne maintenant vers l'image numéro 2, et la première chose que l'on remarque, c'est que symboliquement, mais dans une pose peu glorieuse, vous remarquez que c'est le fils qui a pris la place du père en tête de la séquence visuelle, de gauche à droite. Il est ici donc à gauche de l'image, et il a pris la place du père. La jeune comtesse a passé la nuit à jouer aux cartes, on le constate par les objets qui sont sur le sol, également à prendre des leçons de violon avec un maître de musique qui semble avoir précipitamment quitté les lieux, sans doute entendant le retour du mari. L'intendant que vous avez aperçu, excédé, repart avec ses factures impayées, et on remarque donc surtout la présence du jeune comte qui vient de rentrer d'une nuit apparemment difficile, son air hébété, sa mise débraillée, sa posture relâchée, son épée au bout brisé, sur laquelle nous reviendrons, tout semble indiquer que sa nuit a été pour le moins agitée. Alors, dans la scène suivante, la visite chez le médecin, qui est probablement l'image la plus pénible à regarder quand on l'analyse un petit peu en détail, les couples se sont d'une certaine manière séparés dans l'image, chacun va vivre une vie à part. Ici, c'est donc le jeune comte qui vient chez le médecin, un médecin que vous voyez ici, qui est le docteur Lapilule, qui est un Français, et qui reçoit avec une sorte d'amusement les récriminations du comte, qui menace avec son épée, qui menace le médecin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit « vos pilules ne marchent pas ». La preuve, la jeune femme que vous avez ici, qui n'est même pas une jeune femme, qui est une toute jeune fille, qui doit avoir entre 11 et 12 ans, a été contaminée par moi, et les pilules qui devaient prévenir les maladies vénériennes sont sans effet. Au milieu, la mère de la jeune fille, elle-même d'ailleurs atteinte de maladies vénériennes, est en train de se mettre en colère, évidemment, contre le jeune comte, après avoir d'ailleurs elle-même probablement vendu sa fille. Donc vous voyez, une scène absolument terrible. Le comte vit une vie séparée de sa femme, en tout cas à part, et il rentre dans une période de débauche tout à fait extraordinaire, tout à fait terrible, et Hogarth met en scène cette séparation progressive du couple. Pendant ce temps-là, pourra-t-on dire, la jeune comtesse tient salon chez elle. Cette scène s'intitule « Le lever de la comtesse ». C'est un lever un petit peu inspiré du petit lever ou du grand lever du monarque. Sauf qu'ici, il n'y a rien de bien royal. On remarque que la scène est composée très nettement de deux groupes de personnages, avec sur la droite les visiteurs de ce lever, les visiteurs du matin, réunis, ébahis même, quand on regarde la jeune femme en blanc qui se pâme, par le chant du castrat italien qui est à la droite de l'image et sur lequel nous reviendrons. On remarque également
de l'autre côté, le groupe de personnages composé de l'amant et de la jeune comtesse. Et il ne vous aura pas échappé, après les remarques que nous avons faites précédemment, que c'est donc désormais l'amant qui occupe cette place si importante depuis le début de la série, cette place en tête de l'image. Donc on est passé du père au fils, du fils à l'amant. Il tient dans sa main une sorte de parodie, déchirée d'ailleurs, de contrat de mariage, qui n'est en fait qu'un ticket de bal masqué, auquel il est en train de convier sa partenaire. Il pointe avec sa main vers le motif du paravent qui représente d'ailleurs un bal masqué. Dans la scène suivante, qui est la scène, je dirais, à rebondissement, qui est celle dans laquelle l'action est la plus violente, c'est la mort du comte. La mort du comte, à un moment tout à fait surprenant. Jusque-là, le comte a vécu une vie séparée de sa femme. Il ne s'est pas, après tout, beaucoup préoccupé de ses frasques, occupé lui-même aux siennes. Les amants se sont retrouvés après le bal masqué. On en voit quelques effets au sol. Et le mari est venu les surprendre dans une maison de rendez-vous. Il y a eu duel. L'amant s'échappe par la fenêtre après avoir tué le mari d'un coup d'épée, alors que la femme s'agenouille tout d'un coup par une sorte de moment de frayeur, réalisant le drame qui vient de s'accomplir, alors que la police rentre par la pièce, avertie par les voisins. Enfin, dernière image, le suicide de la comtesse. Suicide dont on pourrait penser qu'il est inspiré par le remords, mais ça n'est pas le cas. On apprend par l'extrait de journal qui est au pied de la comtesse qu'elle s'est suicidée parce qu'elle vient d'apprendre l'exécution de son amant, exécuté évidemment pour le meurtre du mari. On remarque ailleurs dans les autres personnages de l'image un apothicaire qui est en train de gronder, de tancer le domestique un peu débile qui est probablement responsable d'avoir fourni le poison fatal au suicide. On remarque également dans l'embrasure de la porte, on le voit à peine, le médecin appelé sur les lieux mais qui quitte lâchement la scène sans intérêt pour s'être suicidé. Généralement, les médecins n'étaient pas payés lorsqu'on avait affaire à un suicide. Enfin et surtout, détail absolument sordide, on remarque que le père de la comtesse tient la main de celle-ci, peut-être pour la réconforter, peut-être pour prendre le pouls. Non, pas du tout. C'est pour récupérer sordidement la bague non moins fatale que le laudanum qu'elle a pris, cette bague du mariage raté. Et pourquoi la récupère-t-il? Tout simplement parce qu'à l'époque, les biens des suicidés devaient être récupérés avant que le cadavre ne soit froid, disait la loi, après quoi ces biens devenaient propriété de l'État. Quant au chien, c'est lui, vous l'avez remarqué, qui désormais occupe la place de choix, la place en tête de la séquence visuelle. Et donc on pourrait dire, pour conclure ce premier parcours, que Mariage à la mode, c'est finalement peut-être le passage du père aristocratique boursouflé à ce petit chien squelettique. Oui, je vous avais dit, on vous avait présenté au départ l'histoire comme un roman sans parole, avec en quelque sorte 6 chapitres. En fait, on constate aussi qu'il y a plus ou moins une subdivision en 3 ensembles. D'abord, les 2 premières images, qui sont celles dans lesquelles on voit le couple vivant, le couple ensemble, sauf que dans tous les cas, ils sont évidemment représentés de manière séparée, séparés du regard dans la première image, séparés par une table dans la deuxième image. La séparation va devenir de plus en plus grande. Cette séparation est prise en charge par les images elles-mêmes, puisque dans le couple suivant, on pourrait dire dans le volume 2 ou le chapitre 2, on a l'existence parallèle des 2 membres du couple que l'on ne voit plus ensemble. Et puis, 3e acte, 3e chapitre, 3e volume, c'est la fin tragique qui réunit les membres de ce couple, mais qui les réunit en fait pour les désunir définitivement par la mort, avec cette scène pathétique de la mort du comte et ce suicide de la mort de la comtesse. Donc on a très nettement, vous voyez aussi, une structure ternaire en 3 mouvements qui renforce aussi le laconisme tout à fait tragique de cette histoire. Donc maintenant, nous allons nous attarder à quelques détails. Alors vous aurez successivement pas mal de mouvements de caméra. Nous ne sommes pas en mer, mais je pense qu'il y aura une sorte de moment de flottement comme ça. Alors,
donc nous allons nous attarder aux détails canins. Pourquoi les détails canins? Hogarth a toujours considéré les chiens d'abord avec beaucoup de bienveillance. Vous avez vu, il le met au premier plan, il met son propre chien au premier plan de son autoportrait, ce qui est tout à fait extraordinaire, et donc il met ce carlin. Pourquoi il s'intéresse aux chiens? Pour plusieurs raisons. Il s'intéresse profondément à eux, ainsi qu'à beaucoup d'animaux. Il a d'ailleurs été l'un des artisans de ce mouvement de protection des animaux en Angleterre. C'est en Angleterre que ce mouvement est né, et est né beaucoup d'ailleurs grâce à cette série que Hogarth a appelée Les 4 étapes de la cruauté, que vous pouvez voir dans l'exposition, et dans laquelle effectivement il contribue à l'apparition de ce mouvement de défense des animaux. Et il se sert surtout très fréquemment des chiens comme une image de contrepoint dans ses tableaux et dans ses gravures, comme d'une accentuation aussi, comme un élément de rupture de ton parfois, une sorte de moment d'humour dans ces tableaux. Pour tout vous dire, nous avons compté avec Frédéric dans l'exposition Hogarth que nous présentons, 49 chiens répandus dans toutes les œuvres de Hogarth. Alors nous allons commencer dans la première. Vous voyez ce couple, cet homme et cette femme qui sont destinés à être mariés. Hogarth, pour bien expliquer leur situation et pour bien expliquer leur destin, en dessous d'eux, montre deux chiens qui forment un couple, évidemment, mais qui forment un couple tragique aussi et un petit peu bizarre dans la mesure où ils sont réunis de manière obligée par ces colliers avec cette grande barre de fer qui se trouve entre deux, qui les oblige à vivre ensemble, mais qui les empêche aussi d'avoir une vie de couple complète, si je puis dire. C'est une manière d'empêcher les chiens de se reproduire, mais en même temps de faire qu'ils vivent ensemble. C'est une image du couple humain qui se trouve au-dessus d'eux. Dans l'image suivante, Hogarth se sert du chien pour indiquer un petit détail qui probablement nous avait échappé. Le couple a passé la nuit séparément, et Hogarth dit, mais ce n'est pas seulement séparément, et vous pouvez comprendre pourquoi et comment le mari a vécu sa nuit, tout simplement en regardant le petit chien de la comtesse, qui est habitué à l'odeur de sa maîtresse et qui est très intrigué parce qu'il arrive près de son maître et il se rend compte que dans la poche de son maître, il y a un vêtement féminin, mais qui a une odeur très différente de celui de sa maîtresse. Donc, indication par le chien de l'infidélité du mari. Dans l'image suivante, dans la scène suivante, qui est la visite chez le médecin, cette horrible visite chez le médecin, qui est en fait un univers de mort, là, Hogarth montre, dans cet empire de la mort, un chien monstrueux, empaillé, qui domine la scène et qui, d'une certaine manière, signale l'ahurissement qui est le sien devant la déchéance et devant les turpitudes du comte. Et enfin, probablement le plus triste de tous les chiens de la série, le plus brutal, c'est dans la dernière image, au moment où, après la mort du comte, arrive le moment du suicide de la comtesse. Dans ce moment tragique, que se passe-t-il? Le chien, qui est le chien de la maison, qui est le chien qui appartient à ce marchand que l'avarice, à mon avis, domine, et on le voit d'ailleurs avec la maigreur extrême du chien, lui, profite de la situation, du tohu-bohu dans la maison, et se précipite sur cette magnifique table, cette table dominicale sur laquelle une tête de cochon était préparée, et se charge évidemment de la faire disparaître pour son plus grand plaisir. Il profite donc de ce drame pour lui se régaler avec le déjeuner dominical. Après ce premier parcours canin, je vais vous proposer un deuxième parcours centré autour des décors. Vous avez remarqué à quel point nous avons affaire à une ambiance très théâtrale, à une suite de scènes, et donc on a des scènes, des personnages et évidemment des décors qui sont très importants. Le premier historien de la peinture anglaise, Horace Walpole, un quasi-contemporain de Hogarth, un peu plus tard, disait que les décors et le mobilier des intérieurs de Hogarth sont à eux seuls une représentation des caractères des personnages auxquels ils appartiennent. Et effectivement, on se rend compte à quel point ces intérieurs ont été composés méticuleusement pour servir d'écho, de chambre d'écho, aux thématiques développées par la série. Dans la première image, la composition, vous le voyez, est nettement structurée par les deux groupes de personnages de manière
quasi musical, c'est-à-dire qu'on a un thème majeur, un triangle majeur qui pointe vers le haut, qui est celui du contrat avec les deux pairs et le notaire, et puis un triangle mineur qui pointe vers le bas cette fois-ci, qui est celui du couple que l'on marie de force et du futur amant. Ce motif du triangle, on le retrouve d'ailleurs aussi de façon un peu grotesque dans le tabouret qui soutient le pied goûteux du père aristocratique, le petit tabouret sur lequel repose son pied avec les bandages. Par la fenêtre qui est derrière, on peut apercevoir l'une des causes de cette transaction commerciale. En fait, le comte est en train de se faire construire une demeure prétentieuse, une application absurde et faussement originale des principes de l'architecture palladienne. Cette architecture palladienne qui connaissait il y avait une grande passion pour cette architecture en Angleterre à cette époque-là, et Hogarth critiquera cette mode importée dans nombre de ses œuvres, notamment dans son traité « L'analyse de la beauté ». On peut voir que le bâtiment est effectivement absurde puisqu'il est conçu avec un double portique, mais avec 3 colonnes corinthiennes en bas qui sont censées soutenir 4 colonnes ioniques, ce qui est absurde. Et d'ailleurs, le bâtiment ne tient pas tout seul, on constate la présence d'échafaudages. Échafaudage pour tenir ce faux palais, un petit peu comme le tabouret qui soutient le pied du propriétaire. Et puis on remarque aussi dans la cour la juxtaposition absurde de ce palais, de ce futur palais, et des écuries juste à côté, dans lesquelles un carrosse essaye d'entrer, mais si vous imaginez le cocher assis à la bonne place, en fait, il ne pourrait pas rentrer, ou il se ferait couper la tête en entrant. Donc là encore, une absurdité architecturale. Tout ça est un petit peu signe du grand désordre qui règne dans cette famille. Dans la deuxième image, l'image suivante, c'est la seule image où le couple est présenté dans une situation maritale, on va dire, à peu près normale, en tout cas en apparence. Ce que l'on constate, c'est qu'on est dans un intérieur d'une riche maison aristocratique du West End de Londres, le quartier chic, des années 1730-1740. Mais au-delà du luxe apparent, on se rend compte qu'en fait, ce décor est fait d'un mélange absurde des styles rococo et du style classique. Style rococo, style classique, qui dénote là encore un manque de goût, un manque de maîtrise. On remarque que le plafond de la pièce à l'arrière est un plafond très nettement rococo, alors que la cheminée derrière le couple est une cheminée néoclassique, classique, qui rappelle d'ailleurs dans sa construction l'édifice néo-palladien de la première image. Et puis si on s'approche un petit peu des détails, on remarque d'abord dans la décoration cette horloge probablement française, de style qu'on va qualifier de hyper-rococo, qui prolifère de détails pseudo-décoratifs et qui surtout est constitué de la présence d'un chat et d'un poisson dont vous constatez qu'ils sont exactement dans les mêmes positions que les 2 chiens de la première image, qui résument peut-être un peu la position du couple et qui semble souligner à nouveau à quel point ce mariage est contre nature. Ce n'est pas la carpe et le lapin, c'est le chat et le poisson, mais c'est un petit peu la même chose. Et puis sur la cheminée, on remarque cette série tout à fait hallucinante de magots chinois, mais des magots chinois peu élégants, qui sont tous dans des postures vraiment grotesques et qui sont mis devant un buste qui est une copie d'antique et qui est particulièrement disgracieux parce que vous remarquez que son nez a été réparé, mais mal réparé. Donc là encore, probablement une fausse antiquité qui a été refilée à ce couple contre beaucoup d'argent. Et puis derrière tout ça, un tableau non moins absurde qui représente Cupidon en train de jouer de la cornemuse. Alors, changement total de décor, changement d'atmosphère, on revient à cette visite terrible chez le médecin, qui elle aussi fourmille de détails décoratifs qui permettent à Hogarth de faire passer un certain nombre d'indications sur les personnages. Là encore une fois, à l'arrière de cette scène, qui est dominée au premier plan par ce crâne terrible, qui est un crâne sur lequel on reviendra plus tard. À l'arrière se trouve cette fenêtre, qu'on appelle une serlienne, qui est une fenêtre d'inspiration palladienne, encore une fois, et qui, pour Hogarth, est encore le témoignage de cette absence de goût, ou plutôt cette acculturation catastrophique à ses yeux de l'Angleterre par l'Italie. Il proteste contre cette colonisation culturelle.
Et évidemment, il l'associe à cette figure terrifiante, il faut bien dire, au premier plan, du médecin français. Quand on se déplace un tout petit peu vers la gauche, on arrive vers ce placard à l'arrière, dans lequel l'on peut voir un cadavre dans le placard, ou plus précisément un squelette qui donne une sorte de baiser de la mort à un écorché, évocation de danse macabre qui souligne aussi peut-être l'attaque de la maladie chez le jeune comte. Au-dessus de l'armoire, accumulation d'objets qui semblent être autant d'allusions sordides, souvent hypertrophiées aux problèmes de sexualité du comte. Au centre de cet assemblage grotesque trône un visage tout à fait étonnant, qui est en fait un buste mannequin, un buste publicitaire, destiné à vanter les mérites de la pilule du docteur que l'on trouve au centre de la bouche de ce personnage tout à fait étrange, dont le regard halluciné rappelle la méduse de la première scène. Et ce visage dévisage de spectateur de façon légèrement menaçante et semble prêt à lui cracher sa pilule à la figure. Voilà. On passe maintenant à la quatrième image, le lever de la comtesse, image qui ressemble d'ailleurs de façon parodique aux nombreux portraits de conversation que Hogarth réalise par ailleurs, sauf qu'ici, évidemment, la conversation est tout sauf polie et harmonieuse. Ici, dans cette image, ce sont avant tout les personnages et leur variété qui constituent le décor. On remarque d'abord le détail du couple de la comtesse et de son amant. On remarque donc à nouveau que c'est bien l'amant qui occupe cette première place dans la séquence visuelle. Et parmi les éléments décoratifs, on remarque le coiffeur et puis le petit page enturbané qui est au pied de la comtesse et qui déballe les objets achetés dans une vente aux enchères. On reviendra sur ces objets tout à l'heure. Comtesse et amant, c'est tout à fait touchant, se regardent dans les yeux, ce qui est une chose rare dans la série. Il y a très peu de scènes où les gens se regardent dans les yeux. Et ils semblent occupés à une forme de cérémonie nuptiale devant un petit autel de circonstance. De l'autre côté de l'image, pendant ce temps-là, l'autre groupe comprend 7 personnages et se compose d'un domestique noir, très, très mode à l'époque, qui tend avec une certaine anxiété une tasse de chocolat à ce qui est probablement la cousine de la comtesse, fraîchement débarquée de sa campagne. La nette opposition de style se trouve dans les différences vestimentaires entre les deux femmes, et qui se pâme, parce que c'est probablement la première fois qu'elle entend ça, en écoutant le chant suave du corpulent castrat, assis à l'extrême droite de l'image. Et puis entre eux, on trouve un palefrenier endormi, un benêt efféminé avec un éventail pendu au poignet, et ce qui est probablement un officier prussien, avec ses cheveux en papillotes, et puis évidemment le fameux flûtiste qui joue à l'envers. Et c'est là que peut-être on peut suggérer que ce flûtiste joue délibérément de la flûte à l'envers, parce qu'effectivement nous avons ici un certain nombre d'exemples d'inversion contre nature. Un militaire avec les cheveux en papillotes, un castrat, et puis peut-être aussi la consommation du chocolat, qui était une sorte de produit exotique absurdement cher à l'époque, et donc Hogarth dénonce peut-être ça aussi, etc. Donc ça pourrait être une interprétation. Ça rappelle un peu les magots chinois complètement difformes de la scène précédente. Et donc pour résumer, avant de passer à l'image suivante, on pourrait dire que dans la scène 3, c'est un charlatan français dans un intérieur italien qui s'occupe des affaires du mari, et dans la scène 4, c'est un castrat italien qui divertit la femme. Là encore, vous voyez pour Hogarth vraiment 2 signes que quelque chose ne va pas du tout dans ce couple. Alors dans la scène suivante, qui est donc la mort du comte, que nous avons évoquée tout à l'heure, il est intéressant de s'attarder sur 3 détails qui sont encore peut-être plus frappants en peinture qu'en gravure, mais que l'on peut tout à fait illustrer ici, qui sont les jeux sur la lumière chez Hogarth. Et en fait, là encore, tout est signifiant. Au premier plan, cette lumière rasante qui vient souligner tous les objets de la fête, mais qui vient aussi souligner cette épée qui a servi à tuer le comte et qui est en train de transpercer cette ombre qui a une légère forme humaine. Donc cette lumière rasante, magnifique, dans le tableau qui souligne les objets comme dans une nature morte un peu étrange avec ses masques de comédie. L'autre lumière, la seconde source lumineuse, qui vient souligner, elle,
la fuite de l'amant. Pourquoi? Parce que la flamme de la bougie part d'un côté, en fait soufflée par le vent que l'amant vient de provoquer en ouvrant la fenêtre pour s'échapper. Et enfin, troisième lumière signifiante, celle qui vient de la police et qui vient éclairer la scène, avec cette lanterne au premier plan, qui donne deux ombres différentes, une au plafond, tout à fait étonnante, qui sont ces jeux très abstraits de lumière, qui sont les ombres de ce qui vient du haut de la lanterne, et cette forme en crucifix sur la porte, qui rappelle de manière très étonnante, évidemment, les crucifix de la religion chrétienne, mais qui est aussi un rappel probablement de cette mort du comte, qui est pris dans une position comme dans une descente de croix, une sorte d'inspiration classique de Hogarth. Enfin, dans la dernière image, nous sommes toujours intéressés par les décors, on remarque en fait la rupture de style très nette. On est désormais chez le marchand, et de ce fait, on a une scène d'intérieur très hollandaise d'esprit, avec son éclairage latéral, cette fenêtre sur le côté qu'on trouve dans tant de tableaux hollandais du XVIIe siècle, avec ces nombreux éléments de nature morte sur lesquels nous reviendrons, sur les tableaux d'inspiration flamande, nordique aussi, que l'on décrira plus tard. Bref, vraiment le contrepoint parfait de l'intérieur aristocratique des scènes 1, 2 et 4. On remarque la chaise tombée, on en avait déjà eu une dans la deuxième image, signe fréquent chez Hogarth d'indication de désordre profond existentiel. Parmi les détails, on pourrait se concentrer sur celui de la fenêtre. Cette fenêtre qui est plus hollandaise d'esprit, on l'a dit, avec un petit écusson, et au sein de ce petit écusson, une toute petite épée, une sorte d'épée de Saint-Paul, qui est peut-être l'évocation de l'arme qui, d'un bout à l'autre de la série, a présidé au drame. Vous vous souvenez du sabre cassé du mari dès la première image, et puis du duel auquel nous venons d'assister. Bref, une petite allusion dans ce coin de fenêtre. Et puis, si on sort par la fenêtre, on remarque cette très jolie petite scène urbaine, paisible, que l'on contemplerait volontiers en fumant cette très jolie pipe qui est ici sur le côté de la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre. Et en fait, on a affaire à une scène, vous voyez, qui est le parfait opposé du palais palladien que je vous décrivais et que l'on voyait par la fenêtre de la première image. Ici, ce que l'on aperçoit, c'est la vie de la cité, c'est le pont de Londres, avec encore à cette époque-là des maisons dessus, la vie qui semble s'écouler, comme l'eau de la Tamise, pendant que se déroule ce drame à l'intérieur. Dernier petit détail, en haut de la fenêtre, on remarque dans les détails réalistes, peut-être aussi contribuant à l'effet de nature morte, cette toile d'araignée qui vient aussi confirmer avec les taches d'humidité que l'on aperçoit aussi au plafond, à quel point cet intérieur est un peu modeste en comparaison de l'argent que possède ce marchand. Alors maintenant, nous allons revenir au début de la série, revenir à la première scène d'introduction, et nous allons lire cette série grâce à un autre thème que nous propose Hogarth, qui est en fait le thème de la peinture dans la peinture. Hogarth, qui a toujours eu la réputation d'être un artiste qui contestait l'importance des maîtres anciens, c'est quelqu'un qui lutte beaucoup contre, je l'ai déjà dit, cette invasion de la peinture italienne et dans une moindre mesure de la peinture française en Angleterre au début du XVIIIe siècle, en même temps que l'Angleterre s'enrichit. Cette contestation des maîtres anciens, elle est le fait de quelqu'un qui est extrêmement savant. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la grande rhétorique de la peinture classique européenne. C'est quelqu'un qui a une culture visuelle tout à fait extraordinaire. Et il va s'en servir en fait pour ajouter à chaque scène, ajouter à chaque image une atmosphère particulière, un sens particulier, des indications, des détails, des clés pour comprendre cette histoire. Et donc dans le premier tableau, qui est le contrat de mariage, Hogarth place sur les murs un certain nombre de tableaux assez différents les uns des autres. Le premier étant ce grand portrait du comte jeune, peint à la manière de Rigaud, peintre français que, encore une fois, Hogarth n'apprécie pas beaucoup, non pas en tant que peintre, mais n'apprécie pas beaucoup en tant qu'envahisseur des intérieurs anglais. À côté, et qui montre aussi la pompe et la prétention du jeune comte, du vieux comte, pardon. Et puis à côté, trois tableaux d'inspiration italienne, plus particulièrement vénitienne, souvent peints d'après des tableaux de Titien. Ce sont des réductions
pour beaucoup des tableaux de Titien, sur des sujets qui sont tous des sujets de martyrs ou de meurtres. Saint-Sébastien, David et Goliath, Judith et Holoferne. Pourquoi? Tout simplement pour annoncer les malheurs à venir. De la même façon, sur le mur contigu, 4 tableaux, là aussi probablement pour beaucoup inspirés de Titien, et qui montrent Saint-Laurent-sur-le-Grill, Prométhée le vautour, Massacre des innocents, enfin un vrai plaisir, une sorte de décor tout à fait agréable pour une scène de contrat de mariage. Et au milieu, témoin de toutes les horreurs et de témoin de ce mariage contre nature, la Méduse elle-même, la Gorgone elle-même, qui, au lieu de pétrifier le spectateur qui la regarde, est elle-même pétrifiée d'horreur devant la scène qu'elle voit sous ses yeux. Enfin, dernière petite remarque picturale de Hogarth, quand on regarde le plafond, on voit ici un char avec des chevaux en train de s'enfoncer dans l'eau. C'est en fait la fin de l'armée de Pharaon qui est recouverte par la mer. Donc c'est en fait l'annonce du naufrage de la famille. Dans la scène suivante, changement de décor, on est chez le jeune couple, et à l'arrière, on voit qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont fait décorer leur maison de manière tout à fait fashion. Eh bien, à l'arrière, contradictoire avec la salle de jeu qu'ils dominent, 3 figures de saints qui n'ont rien à faire, évidemment, dans une salle de jeu. Autre détail de confrontation désagréable, ou en tout cas de confrontation absurde, ou de manque de goût, à côté de ces 3 saints, un tableau dont on ne devine en fait qu'une petite partie avec un pied nu, le reste étant recouvert pudiquement d'un rideau. Il s'agit probablement d'une femme nue, au mieux, ou d'être d'un tableau du genre Origine du monde de Courbet, beaucoup plus fort. Dans l'image suivante, on change de registre, toujours des tableaux, toujours ces indications de Hogarth. Dans un coin de l'image, 2 tableaux, cette fois-ci 2 tableaux médicaux, qui représentent des monstres, des figures humaines mais monstrueuses. Dans la scène suivante, dans le lever de la comtesse, probablement le tableau dans lequel Hogarth s'est amusé le plus à jouer de ses connaissances picturales. Au-dessus du comte de la comtesse et de son amant, 2 tableaux pleins de sensualité, un tableau de Corrège, Io et Jupiter, donc Jupiter se transformant en nuage et enlaçant Io. Autre image extrêmement sensuelle, peut-être un peu plus olé olé, c'est Lot et ses filles. Je vous passerai l'histoire. Donc, toute une atmosphère dédiée à l'amour sur le mur opposé, ou le mur perpendiculaire, au-dessus de ces figures tout à fait étonnantes dont Frédéric a parlé juste un petit peu avant, l'enlèvement de Ganymède par Jupiter, d'après Michel-Ange, et au-dessus, un tableau que l'on n'attendait pas ici, qui n'est peut-être pas aussi sensuel que les autres, tout simplement le portrait de Silvertongue, l'amant de la jeune comtesse, que l'on peut voir de l'autre côté de la scène. Silvertongue, qui n'est pas un Apollon à proprement parler, mais que la maîtresse de maison n'hésite pas, alors que c'est son amant, à accrocher au mur de son boudoir, à la vision de tout le monde. Dans la 5e scène, la mort du comte, ce qu'on appelle le bagnio aussi en anglais, qui est la maison de rendez-vous, à l'arrière, 3 tableaux, ce tableau-ci un peu étrange, qui est une sorte de démarcation d'un tableau célèbre de Holbein, qui est la jeune femme à l'écureuil, qui est transformée ici en vieille femme à l'écureuil, et qui est en plus d'autant plus bizarre que par un jeu de hasard, qui n'est pas un hasard chez Hogarth, le tableau repose sur une tapisserie, et en bas, qu'est-ce qu'il y a? 2 jambes d'homme, qui évidemment font un contraste un peu saisissant entre la vieille femme. D'ailleurs, autre citation de Holbein, puisqu'il est probablement en fait exactement la citation du Henri VIII de Holbein. À l'arrière, une tapisserie représentant Salomon, le jugement de Salomon, qui est une manière de rappeler la justice peut-être imminente qui est en train de tomber sur le couple. Et enfin, au-dessus de la porte, là où la police arrive,
un peu plus difficile à deviner, Saint-Luc et son bœuf, donc et son symbole, patron des peintres, qui essaye avec beaucoup de difficulté de faire un bon tableau d'histoire à partir de ce moment terrifiant de la bataille du duel entre le comte et l'amant. Enfin, dernière image, dernière scène, là encore Hogarth, c'est plus à y donner un certain nombre de détails sur les tableaux hollandais dont Frédéric a parlé tout à l'heure. 3 tableaux, évidemment dans un goût tout à fait différent de celui du comte, beaucoup moins aristocratique, beaucoup plus marchand. La tabagie, évidemment, c'est tous les marchands hollandais aussi qui sont en référence. La tabagie, une nature morte avec des ustensiles de cuisine et un homme urinant contre un mur, ce qui est évidemment une atmosphère tout à fait différente que celle de la première image. Alors, dernier parcours que nous allons vous proposer de faire, c'est un parcours cette fois-ci centré autour des objets. On a déjà vu en fait un certain nombre d'objets, mais là on va vraiment s'intéresser à certains d'entre eux pour une raison bien particulière. On sait que les images de Hogarth se présentent nettement comme des représentations de la modernité de son temps. C'est ce que nous avons essayé de faire ressortir dans l'exposition. Et on remarque de prime abord, avant toute autre chose, qu'elle se caractérise par la présence constante d'objets, de beaucoup d'objets et de détails concrets qui dénotent un intérêt particulier, nouveau, pour la matérialité de l'existence, pour ce qu'on appelle aujourd'hui la culture matérielle, qui est donnée ici à voir de façon très tangible. Alors, il y a un premier effet visuel qui est un effet de bric-à-brac. On ne sait pas très bien comment prendre ces images, on lui reproche parfois, mais en fait, on se rend compte que cet effet de bric-à-brac, cette abondance d'objets, est au service d'un véritable projet artistique et l'une des qualités les plus originales de son œuvre, à la source d'ailleurs de son succès commercial, son succès public, à la source aussi d'ailleurs de ses difficultés avec l'orthodoxie académique, parce que ce n'est pas vraiment ça qu'on est censé faire dans la grande peinture. Donc l'une des qualités les plus originales, c'est l'attention qu'il porte justement à la variété des formes du vivant bien sûr, mais aussi la façon dont il intègre ou il exploite au sein d'une même image l'irrégulier, le rugueux, le foisonnant, le désordonné dans la nature, comme autant d'éléments qui méritent le regard. Alors, pour revenir à notre propos, si chez Hogarth, les chiens que nous avons vus sont le plus souvent indices ou commentaires des sentiments, des arrière-pensées des personnages, les objets, quant à eux, lui permettent de représenter de remarquables concentrés visuels des enjeux moraux, sociaux ou esthétiques qui sont présents dans les images. Alors, on va commencer par la première image avec ce détail de la table, bien sûr, cette table centrale. C'est le lieu où se joue le contrat de mariage. Et incidemment, on remarque que chacune des images de la série comporte au moins une table, voire plusieurs. On aurait pu donc vous proposer une lecture ébéniste de l'œuvre. La table qui est ici est très évidemment une scène de théâtre, une scène théâtrale en tout cas, où se joue la transaction financière et sociale, qui implique l'échange, on le voit, l'échange de contrats et d'argent. Placés au centre de l'image, entre les deux géniteurs coupables, ces objets concentrent l'attention du spectateur sur la cause matérielle de la tragédie qui va suivre. De même, autre détail de cette image, Olivier y a fait allusion tout à l'heure, ce détail de l'alliance dans le mouchoir, détail pathétique finalement. Cette future épouse, innocente jeune fille mariée contre son gré, joue nerveusement avec cette alliance qu'elle ne sait pas très bien où mettre, la faisant inconsciemment passer un coup à droite côté mari, un coup à gauche côté futur amant. Dans l'image numéro 2, on remarque 2 très jolis ensembles d'objets. D'abord, cette très jolie nature morte, cette remarquable nature morte avec méthode de musique, avec une page inscrite de notes et puis l'autre laissée pour que l'élève note ses propres mélodies. Le violon qui est à peine rangé dans sa boîte et qui est le signe, comme la chaise renversée, de la précipitation qui a dû présider au départ du maître de musique. Incidemment, si on recule un tout petit peu l'image, on se rend compte que les pieds de la chaise pointent de façon accusatrice vers les 2 jeunes gens, comme pour leur reprocher leur nuit, leur destin séparé. De l'autre côté de l'image, un détail que j'ai déjà mentionné, mais dont on remarque qu'il est exactement dans la même position que la boîte du violon, c'est l'épée brisée du mari,
qui gît donc sur ce tapis oriental, et qui est peut-être un commentaire, on l'a déjà évoqué, sur la sexualité problématique du mari. Il est évident qu'on a affaire à un symbole phallique, mais un symbole phallique cassé, et on voit bien que la sexualité de ce jeune homme est éminemment problématique. Dans la visite chez le médecin, que nous avons déjà abordée à plusieurs reprises, on peut remarquer deux détails plus particuliers. L'un comique, l'autre plus tragique. Dans un coin donc de la scène, sur la gauche, il y a cette double machine, une grande machine, et ici une plus petite machine, qui est un tire-bouchon complètement surréaliste, qui vient en fait en dessous de ce livre-là, sur lequel on peut lire explication de deux machines superbes, l'une pour remettre l'épaule, l'autre pour servir de tire-bouchon, inventé par monsieur le docteur de la pilule, vu et approuvé par l'Académie royale des sciences de Paris, 2 volumes d'explications. Donc évidemment, pour se servir d'un tel tire-bouchon, il faut au moins 2 volumes d'explications, mais ceci dit, c'est une machine mais extraordinaire que Hogarth a inventée là, preuve encore une fois de cette capacité de Hogarth à créer un monde dans son ensemble. À l'opposé de cette nature morte étrange, surréaliste encore une fois, là, une sorte de memento mori, qui est le crâne, qui trône évidemment tout à fait naturellement chez un médecin, mais là, le crâne a des particularités, il a ces trous qui sont d'ailleurs encore le signe des crânes de gens morts par une syphilis extrêmement avancée qui ronge les os. Donc quelque chose de très très fort là chez Hogarth, quelque chose qui était aussi extrêmement connu par ses contemporains. Enfin, dernier détail, le détail des pilules, dont ces pilules qui sont l'objet de la récrimination du comte. Le comte a posé une boîte de pilules entre ses jambes, endroit évidemment qui est destiné à recevoir la plus grande protection à son avis, mais qui fait aussi un lien étroit avec la même boîte de pilules que tient la toute jeune fille qui se trouve à ses côtés, et l'autre boîte que le comte est en train de présenter dans sa main. Donc vous voyez ces 3 boîtes de pilules qui indiquent bien les effets, les conséquences, les origines de la scène. Nous passons à la scène 4, le lever de la comtesse, qui propose, on l'a vu, une véritable galerie des affectations humaines, des inversions de la nature. Et ici, en fait, elle est cadrée par cette problème d'affectation, d'hypocrisie, de masque, puisque à gauche, c'est la problématique de la mascarade, le thème de la mascarade qui est évoqué, et en face, la thématique du castrat, donc de l'opéra italien. Ce qui est intéressant, on le voit dans l'exposition, c'est que la première œuvre originale de Hogarth, Masques et opéras, qui date de 20 ans auparavant, présentait déjà une critique en règle. C'est une image qui est divisée avec 2 côtés très nets, et il fait la critique dans cette petite gravure absolument ravissante, d'un côté de l'engouement des Londoniens pour les bals masqués, et de l'autre de leur engouement pour les opéras italiens, au détriment de l'art national, de la littérature nationale, etc. Donc on voit que c'est vraiment une thématique tout à fait originale et importante pour Hogarth. Alors le détail qui nous intéresse, c'est évidemment cette chose tout à fait extraordinaire, aussi extraordinaire que le tire-bouchon que nous avons vu il y a un instant, peut-être un des détails vraiment les plus merveilleux de l'œuvre de Hogarth, cette accumulation d'objets qui proviennent d'une salle des ventes. Je vous parlais tout à l'heure de la matérialité proliférante un petit peu dans les images. Elle est ici remarquablement illustrée par cet hallucinant triangle, tout à fait triangle de Babiole, rapporté de salle des ventes, et présenté par le petit domestique noir enturbané, qui d'ailleurs fait plus ou moins partie des objets, lui aussi. Il commence ce triangle, il est la pointe haute du triangle, il présente un petit actéon, qui est une allusion évidemment au mari avec les cornes. Il y a dans ce panier d'osier également un plateau. Et puis,
les objets s'amenuisent pour se terminer par ce tout à fait grotesque petit quadrupède que vous voyez ici, qui clôt cette parade absurde. Et Hogarth nous présente donc cette collection de bibelots disparates et farfelus. C'est un petit peu à l'image de la progéniture qui ne vient pas dans cette famille. Et donc, il évoque peut-être une sorte d'extinction prémonitoire de la lignée Squander. Vous remarquez que l'image, en fait, se compose surtout de ce grand vide au milieu, vide existentiel, vide de la progéniture, et donc l'arbre généalogique de la première image va rester finalement arrêté sur cette histoire. Alors dans La mort du comte, on poursuit cette série de remarques sur les objets. On va s'attarder sur quelque chose dont j'ai déjà commencé à évoquer tout à l'heure, qui est cette série d'objets qui sont éclairés de manière rasante par la cheminée qu'on ne voit pas. C'est une sorte de cheminée absente, comme beaucoup de choses chez Hogarth. Beaucoup des choses les plus importantes ne sont pas dans l'image. Il faut reconstituer l'histoire, là où il faut reconstituer la cheminée et comprendre pourquoi il y a cette lumière. Et en fait, cette lumière, elle montre une chose en particulier, en dehors des objets qui sont les objets qui restent du bal masqué, les robes et les corsets. En fait, c'est cette épée qui vient transpercer cette forme de tisonnier qui a une forme tout d'un coup brutalement humaine. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas Macbeth, hein, mais on n'en est pas loin. On termine par la 6e image. Avec la dernière image, la série s'achève, on l'a dit, dans un décor très, très hollandais, qui est celui de l'intérieur domestique du marchand, tant par son éclairage que par sa décoration. Alors la chose qui attire l'œil, hein, si on s'intéresse aux objets, c'est évidemment cette ravissante nature morte de la table avec le chien. C'est une sorte d'image saisissante en contrepoint grotesque au suicide tragique de la jeune comtesse. Le repas du chien à gauche de l'image qui est en train de s'offrir la tête de porc, il prendra probablement l'œuf à la coque qui est également prévu. Et puis, on remarque que sur et autour de cette table, Hogarth a représenté une remarquable nature morte où l'on note l'influence possible, tout à fait possible, de Chardin, avec sa nappe, avec sa vaisselle, avec sa lumineuse coupe d'apparat en verre, qui était une sorte de récipient qui était associé à la fonction de magistrat du père. Hein. Et on voit que même chez lui, il utilise de façon un peu prétentieuse ce verre officiel. Et puis, au-dessous de cette très jolie nature morte, on remarque que Hogarth a disposé également, au pied de la table, devant la nappe, une large carafe dans laquelle il est très émouvant de remarquer, quand on regarde vraiment de près, comme dans beaucoup de tableaux hollandais qui inspirent cette image, un possible reflet de l'artiste lui-même en train de réaliser cette image, une sorte de signature très discrète au bas de l'image. Alors, vous pensez être débarrassé de ces lectures successives, vous pensez avoir épuisé les divers parcours que nous avons pu vous proposer, que l'on a atteint les limites du déchiffrement de cette œuvre, il n'en est rien, tant à l'intérieur de chaque image que dans le déroulé d'une image à l'autre, de très nombreux parcours sont encore possibles. Ainsi, pour ne donner qu'un seul exemple, qui est dans une seule image, dans l'image du contrat, on va s'attarder rapidement à compter ou à dénombrer les couronnes comtales que Hogarth a disposées dans toute l'image pour montrer avec quelle vanité le comte fait état de son titre. Et on trouve la première mention de cette couronne comtale sur le canope qui le surplombe. On le retrouve sur le tabouret, ici. On le retrouve enfin, détail plus étrange quand même, sur les béquilles du goûteux, sur tous les meubles. Et on croirait avoir fini, on en a, en fait, il y a ici une couronne comtale, il y en a là, mais on croirait avoir fini, eh bien non. La dernière couronne se trouve sur le flanc du chien, marqué au fer rouge par le comte. Le chien qui est une sorte de petite merveille, quand vous le regardez agrandi, le regard du chien est une sorte de chose absolument attendrissante. Et bien donc, même sur le chien, le comte a tenu à marquer son titre.
je dirais dans le même esprit de cette succession extraordinaire de détails, mais cette fois-ci dans la série tout entière, on ne peut s'attacher par exemple qu'au texte et de voir d'image en image chacun de ces textes nourrir notre intérêt. Ici, le contrat de mariage que l'on peut lire, les chèques, enfin plutôt oui, ce qui était déjà les chèques, ou en tout cas les billets au porteur qui se trouvent ici avec les chiffres même de chacun des billets. Et puis, dans le coin en bas, sous le comte, cet arbre généalogique dont le comte est si fier et que l'on pourrait regarder en détail avec donc ce Guillaume le Conquérant qui part comme ça et qui montre toute la grande famille Squander dont les illustres ascendants sont marqués très précisément dans chaque image. De la même façon, dans l'image suivante, le petit déjeuner, cette image, dans l'image complète, on voit donc l'image dans son ensemble, mais quand on s'attarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que dans la poche du régisseur, il y a un livre qui a un titre, Régénération. Régénération, c'est le titre du plus célèbre sermon du prédicateur George Whitefield, qui était l'un des concepteurs du méthodisme, cette branche assez qui est une grandissante dans l'Angleterre de cette époque-là, cette branche du protestantisme qui était très populaire. Et ce que souligne Hogarth ici, c'est la probité du régisseur face au couple, alors que par ailleurs, dans d'autres gravures, une gravure en particulier destinée à montrer les travers du méthodisme, il peut le critiquer, mais dans ce cas-là, il s'en sert comme d'une remarque particulière pour bien montrer la probité du régisseur. De la même façon, au sol, on peut voir le titre du livre, voilà ici, qui est Oil on Whist, qui est en fait un livre sur le jeu de cartes, qui se trouve évidemment juste à côté des jeux de cartes. De la même façon, dans l'image 4, dans le lever de la comtesse, on peut reprendre là aussi les détails un par un, et ne serait-ce que pour les titres et les choses écrites, on peut regarder derrière Silvertongue, derrière l'angle d'argent, dans l'angle du canapé, coincé entre le fauteuil inférieur et le dossier, un petit livre dont on voit le titre, Le sofa de Crébillon fils, parodie des Mille et une nuits, et puis livre scandaleux qui parle sans embâche de la sexualité. Donc évidemment, renforcement de cette atmosphère de sensualité qu'on a vu éclairée à la fois par les tableaux, par les personnages, et ici par les livres, et ainsi au sol, un certain nombre de la même façon quand on revient en arrière et que l'on regarde au sol, ces cartes de visite mélangées aux cartes à jouer, et sur lesquelles on peut lire un certain nombre de noms de gens qui sont venus rendre visite à la comtesse. C'est aussi pour Hogarth un moyen de montrer de donner un certain nombre d'autres indications. Et enfin, dans la dernière image, la plus terrible évidemment, la mort de la comtesse, on peut lire dans le journal, dans cette sorte de petit feuillet qui était distribué au moment des exécutions, le dernier discours de Silvertongue, dernier discours que la comtesse vient de lire et pour laquelle elle vient de mourir, de se suicider. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Frédéric pour une conclusion à tous ces détails. Conclusion ouverte, bien entendu, puisque vous voyez, on pourrait continuer à l'infini ces propositions de parcours. Que dire pour finir? Mariage à la mode, vous le voyez, est une œuvre extraordinaire. C'est une œuvre qui raconte une histoire tristement simple, en 6 images. 6 images, donc une structure très simple, très laconique et donc tragique. Mais en même temps, on se rend compte qu'à l'intérieur de cette forme simple, pour raconter cette histoire simple, on a affaire à une œuvre d'une richesse, d'une complexité absolument exceptionnelle. Cette histoire sans parole, mais c'est une histoire néanmoins très sonore, comme vous avez pu le voir, qui fourmille de récits possibles, de potentialités narratives. Il y a plein de petits récits à droite et à gauche dans les images. Cette histoire sans parole nous offre un remarquable résumé de tout ce qui, pour Hogarth, constituait le seul territoire valable pour l'art moderne. On se rend compte en effet, et c'est ce que nous avons souhaité montrer aujourd'hui, qu'au-delà d'une histoire au sujet relativement simple, l'important pour Hogarth est de créer une œuvre très dynamique dans laquelle le spectateur se retrouve très sollicité
très impliqué. Entraîné de manière serpentine dans ce que Hogarth appelait le plaisir de la poursuite, chaque spectateur construit empiriquement, d'image en image, son propre réseau de signification et reconstitue, de manière empirique également, les causes et les effets d'un drame humain. Hogarth propose ici sa version de la peinture d'histoire moderne, et en homme des Lumières, il jette un regard aussi bienveillant qu'exigeant sur tous les contours, mais aussi sur toutes les contorsions de notre comédie humaine. Merci beaucoup.